Donc moi, je vais, comme disait Marie, dans le cadre des journées européennes de l'archéologie, je vais vous parler de 2 photographies. Je ne suis pas du tout préhistorien. Donc je n'allais pas vous parler de préhistoire, parce que j'allais vous dire beaucoup de bêtises. Je travaille plutôt sur des univers relatifs aux périodes médiévales ou ultramarins, comme l'a dit Marie tout à l'heure. La première photo, voilà, j'ai essayé de présenter mes collègues photographes qui interviennent dans les chantiers, à la fois terrestres, subaquatiques. On s'aperçoit très vite que l'archéologie et la photographie se sont développées en même temps. C'est très amusant de faire cette comparaison-là, mais lorsqu'on invente au début du XXe siècle, du XIXe siècle, la photographie, on assiste, et en préhistoire en particulier, au développement d'une archéologie moderne, grâce à des archéologues qui travaillent dans le nord de la France, essentiellement. Voilà. Donc là, comme je vous disais, l'apparition de la photographie, c'est dans les années 1826 ou 27 pour la toute première photo, la plus ancienne conservée. C'est Point de vue du Gras, donc faite par Nicéphore Niepce. Alors, c'est un tirage postérieur, puisque l'original conservé, c'est sur une plaque de métal recouverte de bitume de Judée, qui est un élément photosensible. Donc il se met devant sa chambre et il réussit à capter cette image. L'original est à Chalon-sur-Saône. C'est à voir. C'est très surprenant parce que c'est une toute petite plaque dans laquelle on ne voit plus rien, mais ils ont réussi à malgré tout reprendre ce tirage-là. C'est actuellement la photo la plus ancienne conservée, connue et conservée. La deuxième conservée est un peu plus tardive, donc du 133, Nicéphore Niepce, sûrement avec Daguerre, qui vont faire sur plaque de verre une nouvelle photographie qui reprend un peu les thèmes des tableaux. Au début, la photographie ne va pas chercher véritablement à s'associer à une science, c'est vraiment quelque chose d'artistique. Et les premières photos, d'ailleurs, vous allez les retrouver encadrées comme un tableau. Vous avez Auguste Rodin qui va justement se représenter et s'auto-photographier et le présenter comme une statuaire. C'est vraiment un art qui essaie de s'orienter vers ce qui est connu. Il faut attendre un tout petit peu plus tard, au milieu du 19e, pour que la science récupère ces éléments, cette technique, pour arriver à des données beaucoup plus scientifiques. On est véritablement à ce moment-là sur le début de l'archéologie avec Saint-Achel, l'Acheléen, qui a donné le site éponyme de l'Acheléen, et une des premières photographies scientifiques, donc faite par monsieur Jacques Boucher de Perthes, qui suspectait que l'humanité était plus ancienne que le déluge. Et à l'époque, c'était un des premiers, voire un des seuls à le présenter. Donc du coup, il va présenter une fouille à Saint-Achel d'une carrière et il va trouver des bifaces et présenter donc à Londres ses découvertes. Ses contemporains ne le croient pas et pour la première fois, il va donc présenter je vais voir si j'y arrive. Oui, un ouvrier qui montre du doigt, donc on ne voit pas très bien, la photo est assez floue malgré tout, un silex dans la stratigraphie. C'est vraiment une des premières photos de la science, de présentation de preuves scientifiques. La photographie va quitter le domaine purement esthétique à partir de là pour être une preuve, ce que n'arrivait pas à fournir le discours ou le relevé des faits. Je vais je vais le regarder parce que je vais demander au préhistorien parce que je ne l'ai pas noté. 33 ? Non, 33 c'est le... Je dirais 39 ?
C'est une colle que je pose. Ouais. Je dirais 39, à vérifier. Mais on est quand même... si la première photo conservée, en tout cas, est de... il y a peut-être eu... alors, au début, je vais faire un tour en arrière sur les anciennes premières photos. Au début, on ne parle pas de photographie, on parle de point de vue. Parce que si vous faites une gravure, en soi, c'est aussi une photographie. C'est une représentation écrite. Donc, on va parler de point de vue. Et du coup, avant, il y a des chambres noires qui arrivent dès 1824, mais on n'a pas de traces encore véritablement arrivées. Dès le 18e, on a des représentations par... même a priori, Aristote aurait fait une chambre dans laquelle il reflétait une image. On l'a en texte. On n'a pas de résultat. Donc la première chambre pourrait dater de l'Antiquité. Maintenant, on n'a pas vraiment le résultat. Donc en fait, cette image a un intérêt parce que c'est vraiment une image historique où pour la première fois, on va se servir de la photographie pour prouver. Effectivement, jusqu'à ce moment-là, on avait les relevés, comme je vous disais, et des écrits. Et effectivement, le relevé est assez interprétatif. Là, la photo montre un état de fait direct. Donc, on va voir à partir le Mas d'Asile pour rester dans la région, et à gauche, c'est Montauban. Donc, la fouille de l'abbaye de Montoriol, qui est en 1902. Je sais bien, je l'ai marqué. Et donc, effectivement, la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, qui se crée en 1881 de mémoire, va lancer une fouille sur ce qui est l'abbaye qui a permis la création de la ville de Montauban initiale. Je ne vais pas vous faire m'étendre trop sur la ville de Montauban, mais la ville actuelle date de 1144. On va construire une ville fortifiée au bord du Tarn pour protéger le Languedoc des armées françaises. Globalement, le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, essaie de se protéger de son suzerain qui a des vues sur la région, mais aussi de ses cousins qui sont du Rouergue, des barons du Rouergue. Donc, effectivement, il va construire une place forte sur un terrain vierge. Ce n'est pas totalement une bassine, mais c'est sur un terrain neutre. Mais juste à côté, il y avait une première ville qui était liée à l'abbaye de Montoriol, abbaye importante, puisque l'abbaye de Moissac dépendait de Montoriol encore. Et Saint-Antonin dépendait aussi de Montoriol. Donc une abbaye importante, on le savait par les textes, mais on n'avait pas de connaissances. Donc à partir de 1902, on va commencer à faire des tranchées en archéologie préventive. On continue à faire la même chose pour trouver des sites, à part qu'on le fait avec une pelle mécanique. On va ouvrir des tranchées. Alors en quinconce, je ne sais pas si vous en avez vu, de 10 mètres ou de 20 mètres présentant un quinconce. Là, en 1902, on va chercher à cette abbaye, et en l'occurrence, si l'on trouvait, vous avez... non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Vous avez... excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est là. Oh là. J'ai le doigt un peu fébrile. Voilà. Donc, on continue on commence à faire des tranchées. Vous avez donc là une pierre tombale, juste là, vous voyez, qu'on retrouve. Une qui est de champ. Et avec les relevés qu'on commence à faire, voilà, qui est un relevé de la période, on va pouvoir retrouver actuellement les vestiges qu'ils ont trouvés. Nous ne sommes pas intervenus, donc on les a recalés, on sait à peu près où ils étaient, mais
Je ne sais pas si vous avez, il y a au niveau de la législation deux sortes d'archéologie euh, en France, l'archéologie programmée et l'archéologie euh, de sauvetage. Donc effectivement, j'interviens dans un établissement qui fait du préventif, c'est-à-dire que nous intervenons sur des sites qui vont être détruits par des grands travaux, ainsi que d'autres opérateurs d'ailleurs, il n'y a pas que l'INRAP, on doit être à peu près une cinquantaine d'opérateurs actuellement en France, certains plus connus que d'autres, mais et effectivement, euh, là, il n'y a pas de travaux, ça correspond au jardin de l'actuelle préfecture du Tarn-et-Garonne, donc il n'y a pas de travaux. Il y a eu des éléments faits pour faire essayer de retrouver l'abbaye, mais on n'est pas vraiment allé vérifier. Bon, ça, c'est l'aparté sur Montauban. J'ai travaillé c'est pour ça que je m'étais un peu plus loin, donc, enfin un peu plus tôt, au Mas d'Asile, donc dans la grotte du Mas d'Asile, vous avez toute une campagne de fouilles aussi à la fin du 19e qui va se servir de l'archéologie. Donc vous avez à la fois des éléments de fouilles, mais aussi vont apparaître ce qu'on va appeler maintenant des photos d'ambiance qui donnent, et c'est pour les deux photos, qui donnent des informations sur les techniques de fouille déjà. Donc hein, c'est manuel, ils n'ont pas d'engin. Hein, et on va pouvoir relever et tamiser déjà. Donc quand je vous disais que la préhistoire en début, l'archéologie préhistorique avait amené l'archéologie moderne, on a des éléments de travail qui ont évolué techniquement, mais pas sur le fond. Maintenant, avec l'arrivée du numérique, donc autour des années 2000, on quitte les photos argentiques, comme vous avez dessus 19e. Nous sommes toujours au Mazazil là. Et on va pouvoir, alors j'allais dire s'amuser, parce que c'est pas un jeu, mais c'est très agréable. Donc on prend beaucoup de plaisir à faire de l'archéologie. Et effectivement, on va se servir des photos actuelles, les corréler avec des photos beaucoup plus anciennes, voire originales, pour essayer de retrouver les niveaux. Donc là, vous avez toujours une photo donc, du 19e, j'ai du mal avec le pointeur, voilà, avec la stratigraphie que vous voyez, donc tout un système d'alluvions. Si vous connaissez le Mazaville, vous avez la rivière, la rive, qui traverse une grotte, avec à droite le musée, et au début 20e, une route a été creusée et a permis la découverte de nombreux vestiges archéologiques. Certaines, et vous verrez si vous souhaitez faire le tour de l'exposition, voir justement des photos faites sur ces opérations ou actuellement sur les restes de creusement de la route, on trouve des vestiges préhistoriques. Et donc, en prenant des photos actuelles, vous voyez, on reconnaît bien la partie verte, que l'on cale sur des photos plus anciennes, puisque les fouilles ont laissé en place ce qu'ils avaient mis au jour, on va pouvoir retrouver les niveaux et comparer avec ce qui a été trouvé sur les campagnes récentes par rapport aux objets trouvés au 19e. Donc on a une continuité et en s'appuyant sur les différentes campagnes depuis le 19e jusqu'à celle-ci qui date des années 2020, donc beaucoup plus récente. La couleur intervient dans le traitement. Oui. Attendez, je vais y retourner. Vous voyez, alors, je vais peut-être le développer un tout petit peu plus. On a, avec l'ajout de l'outil informatique, on arrive à intégrer les photos donc avec des logiciels de traitement pour à la fois dessiner, pour comparer, pour travailler sur la couleur, on le verra un tout petit peu plus. Donc là, la couleur se voit
pour la partie. Mais ce que vous voyez en jaune, c'est un dessin qui est rapporté vraiment pour mettre en exergue les niveaux archéologiques, avec les niveaux de crue que vous aviez là, de Limon. Vous avez niveau de crue, niveau archéologique, donc des périodes d'occupation et des périodes d'abandon et de réoccupation. En travaillant sur les photos anciennes, il y a dans notre région une personne qui a laissé énormément d'éléments, c'est Eugène Trutat. Donc Eugène Trutat, qui est à cheval sur le 19e et le 20e siècle, de mémoire il meurt dans les années 40, c'est le premier conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Montauban. C'est un excellent pyrénéiste. Il fonde la première société. C'est un photographe, c'est un naturaliste, c'est vraiment une personne qui fait énormément de choses et qui est doué. Et il amène les premières photos véritablement toulousaines, enfin, parmi les premières photos toulousaines, et il va parcourir la région en photographiant. À peu près, il nous reste 15 000 clichés, à peu près, qui sont répertoriés aux archives départementales, au muséum, et il y en avait au musée du Vieux-Toulouse, mais qui, je pense, ont été déposés aux archives départementales. Et on voit sur toutes les photos qu'il fait des éléments qui servent aux archéologues actuels. Vous avez là, sur celle d'en haut, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est les allées Jules Guesde à Toulouse. Donc vous avez, je me bats, là le rempart romain et l'évolution au XIIIe siècle, bon, des bâtiments 19e, et cette tour qui est la tour romaine. Vous savez, vous aviez des tours à gorge ouverte, et tous les 3 tours à gorge ouverte, vous aviez une tour ronde, qui n'existe plus maintenant, sauf sur l'ancienne école de commerce, parce qu'elle a été réutilisée en prison, puis après, au moment de l'école, en lieu de vie étudiante, et qui a été refaite. Mais là, vous avez donc, avant les inondations de 75, je n'ai pas la date exacte de cette photo, vous avez donc une tour romaine qui est en élévation. Il faut savoir qu'au tout début du XXe siècle, le pouvoir militaire décide décréter les remparts dans les villes du sud-ouest et en particulier sur les parties pyrénéennes ou proches des Pyrénées, pour limiter les mouvements de rébellion et pour ne pas permettre aux gens de faire des places fortes. Alors, ça a été lancé. On a quelques textes, mais c'est un projet qui n'a pas abouti, heureusement, d'ailleurs. Enfin, il me semble. Donc, vous avez aussi sur Toulouse le pont neuf de Toulouse, donc du XVIIe siècle, avec au départ, le château d'eau est juste derrière, hein, si vous connaissez Toulouse, je suppose. Donc, tout un pont un arc de triomphe qui n'existe plus maintenant, qui a été rasé pour faire passer les voitures. Et, d'un point de vue ethnographique, ce qu'on appelle des pêcheurs de sable, donc des bateaux qui sont en fer. On peut encore en trouver sur les bords de berges, qui continuent à être jetés, ramassés et jetés, mais qui témoignent d'une architecture navale très particulière à notre région. C'est peut-être un peu dommage de ne pas conserver. On a cet élément. Ainsi que le canal du Midi, une navigation qui n'existe plus, avec l'ancêtre des péniches, que l'on va appeler des sapines, parce que faites en sapin, et une architecture qui vient du Rhône et qui va descendre au XIXe siècle dans notre région. Donc je passe vite pour les images toulousaines qui servent donc à l'archéologue urbaniste actuel. Vous avez ce moulin du 14e, ce moulin du 14e, le moulin d'Autéjac, qui a été détruit au début du XXe siècle, avec les éléments de passage liés au basalte gai antique. Donc tous ces éléments-là nous permettent, nous d'avoir
une vision de ce que pouvait être la ville antérieure même à l'invention de la photographie et la Garonnette. Donc si vous allez à Toulouse, vous allez vous égarer, c'est un des rares endroits où il y a un parking gratuit. Maintenant, c'est du bitume. Et par contre, c'était l'endroit où il y avait tous les moulins, la ville de Toulouse, de la période médiévale jusqu'au 19e siècle. Donc, un photographe qui a laissé énormément de traces pour les archéologues actuels et qui était aussi un petit préhistorien puisqu'il a ramassé quand même quelques petits bifaces. Non, c'est vraiment pas là où je voulais aller. Hein? Il faut repasser peut-être sur... Diaporama, c'est mieux. Bon, je repars au début. Veuillez m'excuser, j'appuie un peu trop. Donc avec l'avènement du numérique, on va avoir la méthode scientifique qui va évoluer, qui s'attache avec la photo. Comme ce qu'on garde du 19e, alors là, je vous ai donné l'exemple d'une fouille subaquatique. C'est donc le lac de Sanguinet, qui est un lac très amusant pour les archéologues, puisque vous avez, à partir de la création des dunes dans les Landes, donc vous avez la mer qui était beaucoup plus basse, hein, je crois que c'est entre 120 et 200 mètres un peu plus bas, donc vraiment une très grande plage. Et vous avez des rivières qui se jettent dans la mer. La création des dunes va boucher les rivières et donc permettre des débordements. Vous avez sous ce lac de Sanguinet à la fois un village néolithique en élévation, sous l'eau, sous 4-5 mètres d'eau. Vous avez un vicus gallo-romain, donc un petit village gallo-romain d'artisans. Une voie antique qui est construite sur pilotis. On a encore les pilotis de bois conservés puisque c'est de l'eau douce. Comme c'est un apport lié à la rivière, c'est de l'eau douce, donc on n'a pas de tarés. Ces vers marins qui ne vivent que sur une petite profondeur, mais qui se nourrissent de bois. Ce qui est un peu dommage pour les épaves, et en l'occurrence, ça aurait été dommage pour la voie romaine qui était sur pilotis, puisque c'était des marais. Donc techniquement, on continue à faire la même chose. On fait des relevés. Là, vous voyez mes collègues en train de faire des relevés. Ils sont en train de relever cet espace-là, que vous avez donc posé sur le fond des doliums à poids, puisque le vicus gallo-romain prélève dans la forêt de la sève pour faire de la poix, pour calfater les bateaux antiques. Et le relevé aboutit de mes deux collègues, avec la stratigraphie du sondage. Donc, en subaquatique, je fais une petite discrétion sur les techniques archéologiques. En subaquatique, on ne va pas prendre une pelle mécanique, ça ne marche pas très bien. Mais on va toujours faire des sondages identiques. Donc, on va ouvrir des fenêtres pour essayer de voir s'il y a des vestiges. Donc, vous avez le carroyage, hein, toujours pareil, vous l'avez là. Et vous l'avez redessiné là. Effectivement, quand je vous disais que la photographie sert encore de preuve, encore actuellement, peut-être pas pour longtemps, mais encore actuellement, puisque lorsqu'on dessine, on peut très bien, par exemple, c'est donc les deux mêmes choses que nous avons représentées. Donc les céramiques que vous avez là, là la partie sédimentaire, la partie noire, ce sont des algues en putréfaction. Et sous ces éléments de céramique, il y avait des éléments de bois qui marquaient une petite barrière, mais très petite. Et ces deux pieux en bois, donc vous voyez l'échelle qui sont assez longs, qui sont beaucoup plus récents, qui sont liés au XXe siècle et qui sont des pieux pour attacher les bateaux de pêche. Donc vous avez en fait, c'est pas très profond, ça fait à peu près 50 cm, plusieurs éléments chronologiques, et on aurait pu, par exemple, pour montrer que c'était une belle chose,
peu de gens vont sous l'eau vérifier. Donc on aurait pu, et ça a été le cas, j'ai vu qu'il y avait un élément sur Loisel, un préhistorien qui a fait des choses un peu, qui a créé de toutes pièces. Je parle sous le avec l'accord des préhistoriens, j'espère. Et si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me couper. Qui a créé une civilisation de toutes pièces, c'est ça, hein, globalement, dans le Massif central, avec une écriture avant l'écriture. Voilà. Il a fait et en fait, on pourrait faire la même chose. Très bien, je pourrais multiplier le nombre de tessons pour dire, bah ouais, ça vaut le coup, puisque là, nous sommes sur une évaluation archéologique, et l'idée, c'est qu'il y ait une fouille après ou pas. L'évaluation, c'est juste pour voir si ça vaut le coup ou pas. En l'occurrence, non. Sur cette opération-là, non. Et donc, on peut très bien décider de multiplier les tessons. Personne ne va les voir, surtout qu'on me demande de remblayer après. Donc, la photographie, comme je vous disais, sert encore de preuve. Mais la stratigraphie, le dessin représentatif, donc la stratigraphie, quand j'ai fini... j'ai vraiment de très gros doigts. La stratigraphie... C'est fini, oui? Voilà. La stratigraphie va être redessinée. Donc, je vous ai marqué les différents niveaux d'ensablement, en l'occurrence. En fait, c'est le dessin interprétatif. Je propose ma manière, en tant qu'archéologue, ma vision du terrain et la manière dont je l'ai compris. J'essaie de ne pas me tromper. Voilà. Ceci représente une partie de ce que vous avez là. Alors, sur la photo, en vert, en couleur naturelle, on ne va pas forcément voir des différences. On a gratté, on est allé chercher. Mais effectivement, là aussi, j'aurais pu me tromper complètement. La photo va encore, un peu comme sur la photo présentée un peu plus loin. Je ne suis plus du tout sur le mode diaporama. Va encore... Voilà. La photo va encore prouver un petit peu ce que je voulais faire, ce que je dis. L'avènement de l'informatique autour des années 2000, 2000-2010, va changer et faciliter le discours. Vous avez, alors sur des différents éléments, à la fois des logiciels informatiques qui vont me permettre de relever les couleurs. Je reviens à votre question sur la couleur, où là vous avez des galets asiliens, donc avec de la peinture présentée que l'on ne voit pas très bien. Le traitement informatique du numérique va permettre de rehausser ces couleurs et de mieux voir certains éléments. Vous avez donc ces logiciels, mais aussi des instituts comme l'ONERA qui travaillent sur ces perceptions de couleurs pour voir si on peut lire d'une manière différente le terrain. Ça fonctionne plutôt pas mal en laboratoire. Actuellement sur le terrain, sur des grandes phases de terrain, on va plutôt avoir des images lidar par retraitement post de couleurs. Donc le passage en informatique de l'image permet donc d'améliorer la technique de compréhension à la fois des sites mais à la fois de vestiges, mais aussi de vulgarisation. Ici, sur les puits gaulois de la caserne Niel, tout le monde connaît Toulouse. Donc Ampalo, sur le quartier d'Ampalo, vous avez sûrement, et de Vieille Toulouse, comme son nom l'indique, Vieille Toulouse, les sites antérieurs à la création gallo-romaine de la ville toulousaine. Donc, qui sont une ville gauloise. Donc, vous avez la ville haute, c'est Vieille Toulouse, avec les fortifications, les temples gaulois,
qui sont à l'emplacement du golf, pour ceux qui connaissent vraiment bien. C'est pour ça qu'on a créé un golf, pour préserver tout ce site en dessous. Et en contrebas, contre la Garonne, les équipements portuaires, avec en particulier des puits dans lesquels on va rejeter, une fois bouchés, des éléments d'amphore. Lorsqu'on les fouille, on fait toujours les relevés stratigraphiques pour présenter, mais l'informatique nous a permis très vite, en intégrant des photos, de présenter des éléments, de mêler à la fois dessin et photo. Au niveau du discours, c'est beaucoup plus parlant. Enfin, vous allez avoir... là, on intègre des photos sur le dessin et on va dessiner aussi. Alors là, c'est un logiciel de dessin très simple, c'est Adobe Illustrator, mais on va pouvoir dessiner en représentation, toujours pour expliquer des vestiges trouvés. Là, on est plus dans de la communication que de la science pure. De représentation du temple capitolin tel qu'on peut l'imaginer en hauteur et en superficie sur la place Esquirol à Toulouse, à partir d'éléments de colonnes retrouvés et un élément du podium d'avant. Ah, décidément. Je reviens là, voilà. Donc quand j'appuie, ça m'enlève le diaporama. Voilà. On a été là. Donc on le voit moins bien. Le lien entre les textes, donc on a redessiné sur des parchemins la prise de Toulouse par les croisés. Donc au moment de... Et on redessine et on traite en dessin les informations, ce que vous avez en haut, les gravures 17e de la ville de Toulouse et les fouilles. Nous sommes sur le même site. Donc le palais de justice de Toulouse, avec le rempart que l'on avait sur la photo de M. Truta, avec la tour gallo-romaine. La tour gallo-romaine, elle est sur la droite. Et vous avez la Barbacane qui est juste là, avec l'entrée de ville. Vous avez la porte qui est là et la porte représentée. Donc là, vous avez un dessin issu de la croisade des Albigeois. Là, vous avez une vue plus ancienne, 17e, de la ville de Toulouse, une vue idéalisée, hein, avec Saint-Cernin qui est au milieu, l'entrée de ville, c'est vraiment la ville telle qu'on la représente, hein, et la réalité lors des fouilles en 2011 et 2014 du palais de justice. Le château que vous... Pardon, je suis vraiment désolé. Il ne fallait pas me confier, Marie. Le château des comtes de Toulouse que vous avez, donc je vais vous faire là, les tours qui sont là, vous l'avez en contre là, et là, vous avez les fondations du château, dont il ne reste que les fondations. Donc, qui est amusant, c'est que ça a toujours été le pouvoir de la ville de Toulouse présenté là. Vous aviez d'abord le château dit des comtes de Toulouse, qui est à cheval sur le rempart, parce que c'est le lieu de pouvoir. Le comte n'y a jamais habité, et les comtes n'y ont jamais habité. Et ils sont à la fois à cheval sur le rempart, puisqu'on est une ville où il y a des capitouls, et c'est eux qui dirigent la ville. Donc le comte a un pouvoir très particulier. On arrive sur des techniques qui évoluent. Alors, là, ce n'est pas forcément lisible ici, mais on va commencer à arrêter de dessiner par la photogrammétrie. C'est une évolution de la technique. Donc, vous allez, en l'occurrence, là, c'est dans le Tarn, vous avez
en vue d'enregistrer, plutôt que de relever ce qui est chronophage, de relever, de mettre vos clous comme on l'imagine, voire de tirer des fils, mais simplement de mettre un mètre et de relever toutes les stratigraphies. Maintenant, toujours par cette recherche de preuves, faire une photogrammétrie. Vous allez faire, là, pour celle-ci, vous avez une 60aine de photos à peu près. Donc, vous mettez des points qui sont en service de référence et on va faire plusieurs vues de photos, vue d'en haut, vue d'en dessous, et en les passant par dans un logiciel informatique, il va nous les mettre en plan pour avoir exactement le même rendu qu'un relevé. À partir de là, on n'aura plus besoin de dessiner. On a toujours ce phénomène de recherche de preuves et d'explicatifs où on va effectivement gagner du temps sur le terrain et donner vraiment cette preuve pour appuyer notre discours. À partir de là, sur la même technique, on va pouvoir faire arriver sur des photos en 3 dimensions. Alors, je vous ai mis cette pierre. Globalement, il va falloir me croire sur parole parce qu'on ne le voit pas très bien. Vous le voyez, moi, sur moi. Nous sommes dans un village médiéval. Donc là, vous avez un niveau de sol qui passe là, d'aller, un autre qui est un peu plus bas. Et cette pierre qui est un réemploi à l'époque moderne, là, on est autour de 1600-1700. 1650-1700, on a un changement de pièces perturbées par des fosses. Voilà, des fosses qui viennent couper, donc il y a des manques sur tout le long. On va prendre cet élément qui est donc en réemploi, plutôt que de le relever et de le dessiner, les différentes photos avec les altitudes et les mesures vont nous permettre de mesurer directement ce qu'on fait peut-être un peu moins, on va passer moins de temps sur le terrain à faire des relevés, ça nous permet d'aller plus vite. Après, il y a un gros travail de post-traitement, mais surtout de consacrer plus de temps à l'observation. C'était la dernière pour passer à autre chose. Alors là, j'ai une autre dernière. On va passer, parce que PowerPoint ne supporte pas le 3D, et donc on va aller... C'est assez lourd. Donc une présentation, voilà, maintenant, de différentes photos, à la fois aériennes et à la fois terrestres. On va... comment je fais pour l'agrandir avec ça ? Voilà. On va arriver à faire des différents éléments. Maintenant, la photographie va faire un autre rendu. Vous avez, ici, c'est le château de Lourdes. C'est marqué dessus, vous me direz. Et donc, je vais le laisser comme ça. Il a fallu à peu près 7000 photos pour faire cette représentation. Et à partir de ces photos en 3 dimensions, on va pouvoir mesurer. Si j'agrandis, je prends les différents outils au-dessus et je vais pouvoir refaire une coupe, ce qu'on fait directement aussi. Et il va me le présenter et le générer. On va vraiment avoir une technicité qui a évolué. Une fois qu'on a fait... Bon, ça a pris un peu de temps malgré tout là, de faire ce relevé photographique par drone, par des collègues. En fait, c'est une équipe de topographes de l'INRAP sous la direction de... Aidez-moi. Sous la direction de... Qui a travaillé avec toi. Axel Dossi. Voilà, c'est Axel Dossi qui a fait le château de Lourdes. Donc, 3 topographes donc, sous la direction d'Axel Dossi, qui a généré cette image pour la mairie de Lourdes. Et effectivement, on peut, c'est un exemple, mais on peut l'étendre à peu près tout ce qu'on veut. À la fois une petite statue. Maintenant, on pourrait très bien faire la Vénus en 3D et prendre toutes les mesures dessus. Si vous allez par exemple au musée lapidaire de Narbonne, on ne va plus vous amener les blocs lapidaires si vous les étudiez. Vous avez une caméra qui monte
et vous allez directement faire vos photos en prenant vos mesures, mesurer les volutes des chapiteaux dessinés, vous approchez pour avoir une idée du grain. La photographie, maintenant, est devenue un véritable outil scientifique. Ça l'a toujours été, c'était une preuve. Maintenant, elle permet aux archéologues d'évoluer. Une fois que vous avez généré cette image, vous pouvez aussi en générer une maquette, puisque de cette image sort cette maquette en choisissant les échelles pour donc faire le château. Il ne manque plus qu'à la peindre, globalement. Mais si vous mesurez, donc ces maquettes sont à l'échelle, si vous mesurez avec un double décimètre les différents éléments qui forment cette maquette, vous aurez à l'échelle les mesures du château à l'échelle 1. Je ne sais pas si vous m'avez compris là. En fait, c'est vraiment une image, une représentation proche et exacte de la réalité. Il n'y a qu'un changement d'échelle. On le fait beaucoup maintenant. Alors, on le fait depuis même avant la photographie, pour l'architecture navale. En effet, lorsque, sous Louis XIV, donc au XVIIe siècle, on veut construire un bateau pour récupérer des fonds, on va faire des maquettes. Et on fait des maquettes à l'échelle. Et effectivement, les ingénieurs vont réfléchir à la modélisation de ce qui va être une maquette. Donc, elles font à peu près 2 mètres. Hein. Si vous allez au musée de la Marine à Paris, elles sont présentées, à peu près toutes les maquettes royales qui sont conservées. Et effectivement, vous pouvez étudier le bateau tel qu'il est sorti à l'échelle 1 en étudiant les maquettes. Et vous avez l'exemple du Vasa, donc qui en 1663 est le plus beau bateau du monde, le plus performant. Le jour de l'inauguration, on y met tout le roi et la cour dessus, il sort, il se renverse et il coule. Alors c'est amusant parce que c'est que des 3, il coule en 1663 et en 1963, vous avez des plongeurs en étendant le port qui tombent sur cette maquette, qui est le bateau en entier, avec ceux qui n'ont pas survécu encore à l'intérieur, mais les canons, et maintenant, ils l'ont ressorti, ils l'ont traité pendant 20 ans. Et maintenant, on peut le visiter et tourner tout autour du bateau tel qu'il était. Il existait la maquette qui était peut-être moins performante que les autres. Et pour terminer, pour conclure, je n'ai pas de photo là puisque la future évolution pour nous, c'est le traitement de l'image en intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas généré une image parce qu'elles demandent énormément d'énergie, donc beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, mais faire attention aussi, comme tout progrès, à ce qu'on en fait. Et pour que le discours reste scientifique, j'avais, il y a quelques mois, tombé sur une image où la personne demandait, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le sac de Rome par Lego, donc à la fin de l'Antiquité. Et effectivement, l'image génératrice nous sort un groupe de personnes gothiques, donc hyper maquillées, habillées, avec un légionnaire criant, enfin donnant l'impression de crier, avec un légionnaire apeuré au milieu. On a un traitement du fait archéologique. Voilà, qui peut dériver. Alors moi j'ai trouvé ça très rigolo sur le moment, un peu polluant aussi, mais effectivement, il va falloir, et je sais que j'ai des collègues à l'INRAP et je suppose dans tous les autres organismes et de recherche ou simplement de travail, qui réfléchissent à l'apport de l'intelligence artificielle aux fouilles archéologiques proprement dit. Ça sert à l'hygiène, on parlait de l'hygiène tout à l'heure. Effectivement, pour le traitement des données, le LIDAR se sert beaucoup du traitement de l'image par l'intelligence artificielle. Alors, beaucoup pour les zones de guerre, pas encore assez pour l'archéologie.
Mais voilà. J'ai à peu près terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et si vous voulez qu'on fasse le tour d'exposition, c'est possible aussi. Je n'ai pas du tout regardé l'heure.